que c'est moi qui vais commencer. D'abord, pour vous dire, chers amis du CELQ, bonjour et bonne année. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour inaugurer la nouvelle année ensemble, en compagnie d'une grande spécialiste, vraiment une grande spécialiste de la musique savante libanaise, Madame Zena Saleh Kayali. On a le grand honneur de l'avoir avec nous pour débuter notre saison de 2025. J'en suis vraiment ravie. Zena, bienvenue parmi nous. Merci. Le sujet d'aujourd'hui est aussi intéressant parce que nous allons parler des femmes musiciennes libanaises. Ces femmes souvent oubliées dans le registre de la musique savante libanaise. Je suis doublement ravie de ce qu'on commence l'année avec ce sujet-là. Une petite chose pour vous tous, s'il vous plaît, gardez vos micros fermés, s'il vous plaît, tout le long de la conférence. On aura une période de questions et à la période de questions, vous pourrez ouvrir votre micro pour poser votre question à Madame Kayali. Mais pour l'instant, nous gardons tous les micros fermés. Il y en a encore qui sont ouverts, s'il vous plaît. Voilà. Et je vais passer maintenant la parole à notre secrétaire générale Frida qui prend la relève. Frida, à toi. Bonjour tout le monde, on est ravis de vous revoir en ce début d'année. Alors on a avec nous Zena Saleh Kayali qui s'attache depuis près de 20 ans à valoriser la musique savante libanaise. Et comme on le fait d'habitude, on va la présenter à travers une petite, ce qu'on appelle un trailer, une petite bande-annonce que je vais vous partager tout de suite. C'est bon. Pas long. J'ai juste des messages un peu bizarres de la part de Zoom ce matin. Excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on va faire de notre mieux. Alors voilà, une présentation de Zena. Voilà, vous avez une idée un peu de l'ampleur des activités de Zena et maintenant on va lui laisser la parole pour sa conférence. Merci beaucoup, chère Frida. Merci beaucoup, chère Jacqueline. Merci, chers amis du CELC. Je suis très heureuse d'inaugurer l'année 2025 avec vous. Et effectivement, comme vous avez entendu tout à l'heure dans la petite présentation, la valse orientale de Wadi Sabra, qui est le père fondateur de notre musique savante libanaise, était interprétée par Georges Dakash, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, j'ai vu passer son nom tout à l'heure. Donc, Georges Dakash, avec qui j'ai cofondé le Festival musical du Liban à Paris et qui est aujourd'hui certainement le pianiste qui a le plus de musique savante libanaise à son répertoire. Donc, après m'être penchée pendant de très nombreuses années sur les compositeurs libanais, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on parle aussi des compositrices. Alors que les messieurs qui sont avec nous ne le prennent pas mal, ne le prennent pas pour un réquisitoire, ceci n'est pas un réquisitoire.
réquisitoire anti-homme, mais je me dois quand même de vous donner quelques informations historiques de la place de la musique dans la vie des femmes. C'est-à-dire que jusqu'au début du XXe siècle, il n'y avait pas de compositrice, ou vraiment très, très, très peu. On se souvient de Hildegard von Bingen à l'époque médiévale, de Barbara Strozzi dans le baroque. Il y avait très peu de compositrices. Et les femmes étaient confinées à être interprètes et pas n'importe quelle interprète, c'est-à-dire qu'elle pouvait faire un petit peu de piano, elle pouvait faire du chant, mais le Conservatoire de Paris qui a ouvert en 1795 n'avait que 2 classes pour les femmes. Les élèves étaient séparés, les femmes n'avaient droit qu'au chant et au piano. On considérait que les instruments avant les défiguraient et on considérait que le violoncelle était impudique parce qu'il fallait qu'elles écartent les jambes pour le placer. Et voilà, donc les femmes étaient vraiment, la musique était pour elles ça faisait partie de leur éducation. Les jeunes filles bien éduquées se devaient d'avoir appris le piano, d'avoir appris le chant, et elles exécutaient une petite sonate de Mozart en attendant que le mari se présente. Et donc, ce n'est vraiment qu'au début du XXe siècle qu'on a commencé. Je vous parlerai de 3 exemples, en fait, ce que j'ai appelé les sœurs, les exemples des sœurs. Vous savez que Mozart avait une sœur qui s'appelait Maria Anna et que l'on appelait Nannerl, qu'il appelait Nannerl. Eh bien, cette sœur qui était de 5 ans l'aînée de Mozart était aussi douée que lui. Elle a reçu la même éducation musicale que lui et elle a fait en même temps que lui cette tournée européenne que le père leur faisait faire malheureusement pour gagner de l'argent. Elle était aussi douée que lui. Elle a composé et en fait, on ne sait pas où sont ses compositions. On les a perdues. On les a pas considérées comme intéressantes du tout. Et du fait quand elle a grandi, elle a abandonné la musique, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle s'est consacrée à son ménage et à ses enfants. Et Mozart a fait la carrière. Donc voici un cas. Non mais c'est arrêté. Ah, ok. Pardon. Attention à vos micros, s'il vous plaît, veuillez les fermer. J'essaye de faire de mon mieux ici. Voilà. Donc ça, c'était le cas de la sœur de Mozart. L'autre cas de sœur qui est intéressant au XIXe siècle, c'est le cas de Fanny Mendelssohn, la sœur du compositeur romantique Félix. Donc Fanny Mendelssohn était aussi une compositrice extrêmement douée, mais là, l'ostracisme est venu aussi de la famille. Le père de Fanny Mendelssohn, on a retrouvé dans les archives, d'où l'importance des archives, on a retrouvé dans les archives une lettre du père Mendelssohn disant à sa fille: la musique deviendra peut-être pour Félix un métier, pour toi, elle doit rester un agrément. Donc, voilà comment on considérait les choses. Et aujourd'hui, il y a des musicologues qui considèrent que beaucoup d'œuvres signées F. Mendelssohn, que l'on attribue à Félix, étaient en fait écrites par Fanny, sa sœur. L'autre cas de compositrice au XIXe siècle aussi, c'était l'épouse de Robert Schumann, Clara Schumann, qui, avant d'être l'épouse de Robert Schumann, était une pianiste, Clara Wieck, une pianiste extrêmement connue qui tournait en Europe, une grande interprète. Quand elle a voulu commencer à composer, on n'a pas voulu trop qu'elle compose, on voulait la cantonner à son rôle d'interprète. Et puis aussi, quand elle a épousé Schumann et qu'ils ont eu des enfants, elle a complètement arrêté, y compris la pratique du piano. Et elle-même écrit, on a retrouvé ça dans ses archives: une femme ne doit pas prétendre composer, aucune encore n'a été capable de le faire. Pourquoi serais-je? Il serait arrogant de croire cela. Voilà où nous en étions à la fin du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, les choses vont changer, notamment avec une jeune compositrice absolument brillante qui s'appelle Lily Boulanger, qui est une compositrice d'origine russe, mais née et ayant vécu en France, qui est morte à l'âge de 24 ans et qui a été la première femme compositrice à obtenir le célèbre prix de Rome. Le prix de Rome est un prix qui récompense chaque année les compositeurs, qui n'existe plus depuis quelques années, mais qui, à la fin du 19e et au début du 20e, était le Graal des compositeurs. Il fallait obtenir vraiment le Grand Prix de Rome pour être consacré compositeur. Donc, en 1913, Lily Boulanger obtient
le prix de Rome, c'était une première absolue pour une femme. Malheureusement, elle est morte à l'âge de 24 ans de la grippe espagnole en 1918. Mais sa sœur, Nadia Boulanger, a repris le flambeau, a été elle-même une compositrice, a été une des premières femmes chefs d'orchestre en France et surtout a eu des élèves extrêmes qui sont devenus des très, très grands compositeurs. Elle a été le professeur de Philippe Glass, de Michel Legrand, de très, très grands compositeurs. Elle a eu plus d'un millier d'élèves. Elle était vraiment une très, très grande pédagogue. Alors voilà, ça c'était un petit peu, j'aime toujours planter un peu le décor historique pour voir. Et ensuite, on va passer au Liban pour voir où on en est au Liban. Donc, au Liban, aussi, c'est extrêmement récent que les femmes composent. Elles ont, toutes celles que j'ai interrogées, toutes celles que j'ai rencontrées, toutes celles, certaines sont décédées, dont j'ai lu les lettres ou les archives, ont dit que euh, leur famille n'était pas très pour qu'elles composent. Ok, joue un peu de piano, ok, chante un peu, c'est très bien, mais la composition, c'est... Mais j'ai quand même pu recenser 20 compositrices libanaises, ce qui n'est pas rien. Donc 20 compositrices libanaises dans cet ouvrage qui est donc que je vous montre, qui est le dernier ouvrage qui est sorti dans la collection Figures musicales du Liban chez Goettner. J'ai recensé 20 compositrices. Frida, est-ce qu'on pourrait avoir la liste des compositrices? Tu sais, je t'avais envoyé une liste où on voit un petit peu les noms des compositrices et où elles vivent, où elles Oui, habitent. oui, si tu peux me donner un peu de temps, je dois ouvrir cette liste que j'avais pas préparée. Ça sera pas long. Donc cet ouvrage, en fait, il est consacré dans une première partie aux 20 compositrices. Et là, c'est une partie totalement objective. C'est-à-dire que chaque compositrice a sa fiche biographie à partir d'un questionnaire. J'ai demandé à chacune comment elle était tombée dans la musique, est-ce que son milieu familial était musical ou pas, comment elle est passée à la composition, parce que la plupart des gens commencent par un instrument de musique. Le déclic de la composition ne se fait pas immédiatement. Il y a en général quelque chose qui fait que la personne veut passer de l'apprentissage d'un instrument à la composition. Je leur ai demandé quelle était la place du Liban dans leur musique. Et là c'est très intéressant parce que même certaines qui sont des troisième et quatrième générations de compositrices en Amérique latine composent des pièces dont le nom est par exemple Prayer for Gibran ou Sunset on Baalbek. Donc le Liban est toujours très très présent dans leur musique. Et je leur ai demandé aussi quelles étaient leurs sources d'inspiration. Donc pour beaucoup, les sources d'inspiration, c'est la poésie, c'est la peinture, mais pour beaucoup, leurs sources d'inspiration, c'est le Liban, c'est leur enfance au Liban, les paysages libanais. Donc, cette première partie consacrée aux 20 compositrices est purement objective. Fiche biographique et liste de leurs œuvres. Donc, j'ai fait une liste exhaustive des œuvres qu'elles ont composées, ce qu'on appelle le catalogue d'un compositeur. Et cette liste exhaustive est en fait un outil de travail. C'est un outil de travail pour les interprètes, pour les pianistes. Par exemple, si Georges Dakache, notre ami pianiste qui est avec nous, veut savoir qui a écrit pour le piano, il compulse les listes et il voit qu'est-ce qu'elle a écrit, pour qui a écrit quoi pour le piano. Donc, cette deuxième partie de la fiche est purement un outil de travail. Elle peut aussi servir aux organisateurs de concerts. Voilà, vous avez la liste ici, vous avez la liste des compositrices, avec chaque fois là où elles habitent, parce qu'elles sont un peu disséminées à travers le monde. Elles ne vivent pas au Liban. Certaines vivent au Liban, mais une grande partie vit à l'étranger. Donc, elles sont disséminées à l'étranger et elles sont... Mais le Liban est très, très présent dans leur musique. Vous voyez, par exemple, pour les Canadiens, vous avez Katia Magdissi-Varen, qui est une très, très grande compositrice, qui est connue au Canada, qui a fondé un ensemble qui s'appelle Octo Echo. Et peut-être qu'on peut entendre un petit extrait de Octo Echo, Frida. Oui, Ça, c'était un des liens que je t'avais envoyé sur la voilà. YouTube. Oui. J'ai tellement de fenêtres qui s'ouvrent. Attends, je dois juste fermer, réouvrir. Euh,
Ça sera pas long, désolé, ce matin, la technologie n'est pas trop... euh, oups, excusez-moi. C'est parce qu'on ouvre des fenêtres, on les ferme et quand on vient les chercher, elles sont déjà fermées. Bon, ben j'y suis, ça sera pas long. Donc, Katia Makdessi est née au Canada. En fait, elle est techniquement pas libanaise parce qu'elle est de maman libanaise et de papa canadien. Et comme vous savez, ça c'est encore une injustice, les femmes libanaises ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants. Mais Katia se considère comme une compositrice libanaise. On y est là pour le... Oui, oui. Voilà. Depuis 2001, Octo et Il y a des publicités sur YouTube. Echo forment des ensembles qui imaginent des œuvres musicales métissées, ficelées par un admirable travail de la compositrice Katia Makdessi-Warren. Son plus récent spectacle, Transestral, fait dialoguer la poésie, les chants de gorge, les chants soufis, le chant et tambour powwow et le chant métis pour un enrichissant pas vers l'autre où la découverte de la musique autochtone est à l'honneur. Logé au cœur d'Antic, l'organisme sillonne les quartiers de Montréal et fusionne les traditions pour transcender les frontières. Donc, vous voyez, ça vous donne en fait un petit peu une idée. Ça vous donne un petit peu une idée en fait de la musique de Katia. Et Katia Makdessi-Warren a étudié les outils de la musique occidentale puisqu'elle a étudié la musique au Canada. Et est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que vous Ouvrez pouvez vos micros, vos sinon ça doit micros? couper tout le monde. Oui. Pas de chance. Imaginez Donc, le métro des États-Unis un vendredi soir. C'est nous autres, la gang, c'est. Ok, laissez-moi je voir pense ce qu'il qui faut se que passe. je pense qu'il faut que tu coupes tout le monde, Frida. Oui, Voilà. 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 Donc, en fait, Katia Makdessi-Warren, qui a étudié la musique au Canada, a étudié avec les outils de la musique occidentale, et elle a mis ces outils au service de son âme orientale. Comme vous l'avez entendu, il y a beaucoup d'oriental dans sa musique. Nous avons par exemple une compositrice qui s'appelle Bushra Turk, qui vit en Angleterre et qui est extrêmement connue en Angleterre, qui est professeure au Imperial College of Music de composition et qui a été interprétée par des grands chefs d'orchestre comme Sir Simon Rattle, par le London Symphony Orchestra, etc. Nous avons une compositrice qui vit en Colombie, qui s'appelle Julia Sfer. Et elle, alors qu'elle est née en Colombie, c'est une troisième génération. Ce sont ses grands-parents qui sont venus du Liban. Elle est totalement obsédée par le Liban et toutes ses pièces musicales ont des titres qui se rapportent au Liban. Donc, nous avons aussi des compositrices qui vivent en France, beaucoup, dont par exemple Violaine Prince, qui vit à Montpellier. Violaine Prince est mathématicienne aussi, et elle rêve que sa musique soit entendue au Liban, parce que ce qui est assez intéressant aussi avec les compositrices, comme avec les compositeurs d'ailleurs, c'est que souvent ils sont assez connus dans les pays où ils vivent et où ils travaillent, et totalement méconnus au Liban. Personne ne les connaît, personne ne sait qu'ils existent, et ils sont très très peu programmés ou pas du tout. Et Violaine me dit toujours, mon rêve est d'être programmée au Liban. Mon rêve est qu'on entende ma musique au Liban. Donc Violaine est une compositrice très intéressante parce que sa musique, elle a un catalogue extrêmement étendu de musique instrumentale, de musique vocale, mais aussi beaucoup de musique chorale et elle est très portée par sa foi. Sa musique émane souvent. Une de ses sources d'inspiration, c'est sa foi. Et là, je vous propose d'écouter un petit extrait. Elle a écrit un requiem, Violaine, qui a été joué il y a quelques années à Paris avec beaucoup de succès. Et dans ce requiem, il y a un kyrie qui est très intéressant parce vous allez voir comment musique orientale et occidentale s'entremêlent. On va écouter cet extrait, le kyrie du requiem de Violaine Prince. Je ne sais pas si Violaine est avec nous et si elle a envie de dire un mot parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait se connecter et si après elle a envie de dire un mot de son requiem, on verra.
Est-ce que, est-ce que Violaine est avec nous? Mais, passe l'extrait, puis on verra Parfait. après si Violaine est là, qu'elle lève Oui. la main. Oui, oui, je suis là. Ah, tu es là, Je Violaine, suis. super. Bon, on va écouter un petit bout du le Kyrie et puis tu vas nous dire un mot sur le Requiem. Parfait. Ok. Voilà. Violaine, tu es avec nous, alors c'est très sympa que tu sois avec nous. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce Requiem? Bien, je l'ai composé en diverses étapes. La première version, j'avais 12 ans. Et ensuite, j'ai fini de l'écrire, j'en avais le quadruple. Donc, pendant tout ce temps, entre mes 12 ans et la fin de l'écriture du Requiem, ben, je n'ai pas touché une seule ligne. Mm. Donc, de musique, parce que j'avais une carrière universitaire à faire. Mais donc, voilà, donc ce Requiem, il me représente moi le plus possible, je pense. Mm. C'est un requiem dont je voudrais dire à tout le monde qu'il est très joyeux. Il se termine d'ailleurs aussi par un In Paradisum qui est particulièrement dansant. Et donc, voilà, c'est un peu là. Ça choque parfois un peu les Français autour de moi parce qu'ils s'imaginent que un In Paradisum, il faut que ça soit comme celui du Requiem de Forêt, c'est-à-dire complètement évaporé. Mais Mm. chez moi, on danse et on chante et on est heureux. Voilà. C'est En le tout, contraire. en tout cas, Violaine, si ce Requiem te représente, toi, tu représentes vraiment brillamment la musique savante libanaise au féminin, mais en général aussi. Merci Euh, beaucoup. Merci, Violaine, pour ton intervention. Alors, parmi les autres compositrices qui vivent en France et dont je voudrais vous faire entendre un petit extrait, il y a Rita Russon. Rita Russon a étudié, elle a commencé par être pianiste au Liban. Et puis ensuite, quand elle est venue en France, elle a commencé à composer à l'âge de 12 ans toute seule, mais elle a commencé à prendre des cours de composition ici à Paris, à l'École normale de musique avec Pierre Petit, qui était un très grand professeur de composition, un critique musical extrêmement craint, parce que ses billets dans le Figaro pouvaient faire ou défaire une carrière musicale.
Et donc Rita Husson a composé, elle est aussi très intéressée par la pédagogie, elle est intéressée par la transmission. Elle a créé un logiciel, un programme qui s'appelle Harlequin pour initier les enfants à la musique classique, qui est extrêmement intéressant. Et elle avait composé une pièce pour deux pianos. Elle a composé une pièce pour deux pianos qui s'appelle Sonatine pour deux pianos, si je ne m'abuse. Georges, parle sous ton contrôle, Georges Dakar, qui a été créée euh, par Georges Concertino Dakar. per the piano. Concertino, voilà, pour deux pianos, exactement, qui a été créé au Festival Les Musicales du Liban à Paris, que nous avons créé, Georges et moi, en 2019. Alors, avec sa collègue Betty Salkhanian, qui est une grande pianiste aussi, qui vit au Liban, Georges a créé ce concertino de Rita Husson et ils l'ont rejoué il n'y a pas longtemps au Liban, à Luzec. Je vous propose un petit extrait. C'est une pièce qui est assez inspirée de musique d'Amérique latine, vous allez voir. Donc, c'est une pièce pour deux pianos. Comme elle est un peu longue et qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va en passer juste 2 ou 3 minutes et peut-être qu'ensuite, Georges voudra nous en dire un mot. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Oui, c'est pas Ça, ça. c'est Rosa Reyeb. Ça, c'est Rosa Reyeb. On retourne vers Rita. Oui, oui, Rita Husson, c'est le téléchargement. Oui. Voilà. Soyez indulgents ce matin. J'ai tellement de fenêtres. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je l'avais sous les yeux? Ça sera pas long. On arrête le partage et on recommence. Bon, voilà. Oui, c'est ça. Oui, oui, mais j'arrive pas à C'est cliquer l'image qu'on sur a le vue. bouton. J'arrive pas à cliquer sur le bouton pour jouer la pièce. Je la vois bien. Effectivement. Il accepte pas. Est-ce que vous voyez Zoom Workplace? Oui. Excusez-moi, je recommence. Je la vois bien. Je la vois bien, mais elle disparaît. Est-ce que vous voyez encore je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, Est-ce que tu veux que je la passe de chez moi? oui, si tu peux, oui. Je peux. Tout le monde Je te l'entendra, tout le nomme, monde la verra. je vais te nommer animatrice pour que tu puisses Attends. partager ton écran. OK. Vous voyez? Vous la Non, voyez? non, pas encore. Je ne sais pas, parfois c'est le format aussi, Zéna. Parce que moi, je voyais la petite, mais j'arrivais pas à la faire jouer. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Il y a tellement de formats en ligne qui sont acceptés, qui sont pas acceptés. En tout cas, on fait de notre mieux, comme d'habitude.
C'est ça, Zéna, tu n'arrives pas à cliquer sur le bouton comme moi? Voilà. Donc, Bon. vous avez entendu un extrait de cette pièce. Georges, est-ce que tu veux nous en dire un mot? On n'a rien entendu, hein? Ah, c'est ça? On a rien Ah, entendu? vous n'avez rien Non, entendu? non. Non. Je ne sais pas, moi. Le partage n'a pas fonctionné, pourtant je t'ai bien nommé hôte. Elle a perdu le son aussi. Oui. On t'entend pas, Zéna. Voilà, je vais essayer de te réactiver. Voilà, vous n'avez pas entendu la pièce? Non, non, Non. non. Mais on peut Ah. peut-être poursuivre et retourner à cette pièce un peu plus tard. Oui. D'accord, très bien. Donc, alors peut-être qu'on peut entendre un petit extrait de Rosa Hrayeb à ce moment-là. Alors, Rosa Hrayeb est une compositrice qui a vécu au Mexique, qui est décédée en 2014 et qui a fait, bien qu'elle soit née au Mexique, qui a fait énormément d'allers-retours avec le Liban parce qu'elle s'intéressait énormément à la musique libanaise, notamment à la musique traditionnelle libanaise. Mais son langage musical est un langage plutôt occidental et plutôt un peu impressionniste. Alors peut-être est-ce qu'on peut écouter juste une minute de... Alors Rosa Hrayeb, je tiens à dire que son œuvre pour piano a été récemment dénichée par Georges Dakache, parce que ce n'est pas évident aussi, vous savez, de retrouver, parce que ces compositrices, comme les compositeurs d'ailleurs, très souvent leur œuvre n'est pas publiée. Donc il faut un petit peu faire un travail d'enquêteur, il faut aller chez eux, dans leur famille. C'est d'ailleurs le but du CPML, du Centre du patrimoine musical libanais que j'ai cofondé au Liban et qui rassemble toutes les archives des compositeurs parce que ce sont des musiques qui souvent sont tombées dans l'oubli, n'ont même pas été éditées, n'ont jamais été jouées ou pas publiées. Donc, Georges Dakache récemment a retrouvé, grâce à un pianiste libano-mexicain que vous allez entendre d'ailleurs, a retrouvé l'œuvre pour piano de Rosa Hrayeb que nous avons déposée au Centre du patrimoine musical libanais, ce qui fait que maintenant les pianistes savent que quand ils nous disent mais non, il n'y a pas de répertoire, si, il y a du répertoire, il suffit de se renseigner un petit peu. Donc on écoute un tout petit bout de Rosa Hrayeb, juste une petite minute. Oui. Wayfair vous propose de superbes offres pour la maison tous les jours. Si superbe que vous vous demanderez qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? De bonnes affaires. Voilà ce que vous avez fait. Les offres de Wayfair sont si belles que vous risquez de vous enfler la tête. Des publicités sur Facebook. Des économies si belles que vous pourrez vous procurer le canapé de vos rêves à moitié prix. Wayfair, toujours de superbes offres. Est-ce que vous voyez quelque chose à l'écran? Oh là là, ça recommence. Est-ce que vous Bon, entendez ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Oui. C'est ça? Ce n'est pas grave. Peut-être qu'à la fin de la conférence, on pourra revenir vers Ok. les deux pièces musicales qu'on n'a pas écoutées. Ok. Donc, Zéna, voilà. pardon, Zéna, est-ce que ça pourrait être une affaire de droit d'auteur sur YouTube? Non, je pense pas parce que l'œuvre de Rita Rosen est téléchargée. C'est Georges Dakache qui me l'a envoyée vu que c'est lui qui joue. Et elle est téléchargée, donc elle n'a pas besoin, il n'y a pas besoin de connexion pour la faire entendre. D'accord. Elle est sous forme de MP4 en fait. Voilà. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'était en fait la première partie de l'ouvrage qui était consacrée aux compositrices libanaises. Donc j'en ai trouvé 20. Et depuis la sortie de l'ouvrage, il y en a 4 qui ne font pas partie du corpus, qui m'ont téléphoné pour me dire, écoutez, pourquoi on n'est pas dans votre livre? Donc c'est comme ça, en fait, ce travail sur la musique savante libanaise, sur les compositeurs et les compositrices, c'est vraiment un travail de limier. Il faut se renseigner, il faut essayer de savoir qu'est-ce qui se fait. Par exemple, les compositrices qui m'ont téléphoné pour me dire pourquoi ne sont pas dans votre livre vivent à New York.
vivent et travaillent à New York. Et elles sont assez reconnues, c'est-à-dire qu'elles sont jouées à New York, leur musique est jouée. Donc bon, c'est pas évident, c'est pas du tout évident de retrouver tous ces gens-là à travers le monde. Vous savez, on est extrêmement dispersés, on est une diaspora et c'est vraiment un gros travail d'essayer de rassembler tout ce patrimoine, de le valoriser, de le faire connaître et aussi de le faire connaître au Liban, puisque souvent au Liban, on n'a pas idée de ce que nous avons comme patrimoine musical. Donc, la deuxième partie, donc ça, c'était la première partie de l'ouvrage. L'ouvrage se divise en trois parties. Les compositrices, leur biographie, leur œuvre, voilà. La deuxième partie de l'ouvrage, la première partie est totalement objective. La deuxième partie de l'ouvrage est totalement subjective. C'est-à-dire, j'ai choisi 4 pianistes que j'ai jugés absolument incontournables dans le paysage musical libanais des années 50 à 70, c'est-à-dire l'époque où le Liban s'éveille à la musique occidentale, la musique classique occidentale, l'époque où le Liban bouillonne, un bouillonnement culturel, un bouillonnement musical extraordinaire. Ces 4 femmes ont joué un rôle essentiel. Elles sont nées dans les années 20, les 4 plus ou moins, elles sont assez contemporaines, donc elles sont nées toutes plus ou moins dans les années 20 et elles sont mortes dans les années 2000. Donc qui sont-elles ces 4 femmes? Il y a Samia Flamand, qui est née Haddad, Samia Haddad, épouse Flamand, Ouadad Mzannar, Svart Sarkissian et Diana Taïeddine. Aujourd'hui, elles sont complètement tombées dans l'oubli. Mais entre les années 50 et les années 80 au Liban, elles étaient des stars. Et elles se sont battues, parce que ça n'était pas évident dans les années 20 et 30 de dire à ses parents, pour une fille, je veux faire de la musique une carrière. Déjà, les filles ne faisaient pas de carrière, et encore moins de la musique une carrière. Donc, ce sont des femmes qui se sont battues pour arriver, pour être des grandes pianistes. Alors, quelles sont leurs particularités? Samia Flamand a étudié à l'école normale. Alors, sur les 4, 3 ont étudié à l'école normale de musique de Paris, ce qui n'était pas évident non plus, c'est-à-dire dans les années 40, alors qu'elles étaient dans leur vingtaine, à la fin des années 40, que leurs parents les envoient seuls à Paris étudier à l'école normale, ça, il a fallu se battre aussi pour ça. Donc, Samia Flamand est partie étudier à l'école normale de Paris vers l'âge de 20 ans. Elle avait eu plusieurs professeurs à Beyrouth, mais aucun de ces professeurs ne l'avait vraiment satisfaite. À Paris, elle a trouvé un professeur extraordinaire qui avait été l'élève d'Alfred Cortot. Alfred Cortot est un grand pianiste français, franco-suisse en fait, et qui a fondé l'école normale de musique de Paris. Donc, Samia Flamand, à son retour, commence une carrière de pianiste au Liban, de chambriste aussi. Elle jouait beaucoup avec des violonistes. D'ailleurs, elle a formé avec Antoine Saad, un très grand violoniste, un duo qui a eu son heure de gloire. Excusez-moi. Un duo qui a eu son heure de gloire. Mais au moment où elle rentre au Liban, elle se marie, elle a 4 enfants, coup sur coup, et elle ne peut plus faire de piano. Et là, elle fait une dépression nerveuse. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Donc, elle fait une dépression nerveuse et au bout de 9 ans d'arrêt, elle reprend le piano. Et elle reprend alors de façon extraordinaire, en donnant des concerts partout, en étant invitée à l'étranger, en Égypte, en Turquie, en Jordanie. Et là, elle a voulu transmettre, parce que j'ai eu la chance, Samia Flamand, de lui parler à elle en direct, avant qu'elle ne meure. Elle est morte en 2022. J'avais eu le temps de parler avec elle. Elle a même lu son chapitre, elle en a été très satisfaite. Ce qui a été pour moi un grand bonheur. Elle m'a dit, je voudrais faire passer ce message aux femmes. Ne vous découragez pas. Et même si vous abandonnez votre carrière pour avoir vos enfants et pour élever vos enfants, vous devez reprendre après. Même si vous arrêtez 9 ans, 10 ans, et dans la musique, c'est très difficile de reprendre après avoir arrêté 9 ans. Donc ça, c'était Samia Flamand. L'autre particularité de Samia Flamand, c'est qu'elle jouait beaucoup de compositeurs libanais parce que c'était ses collègues et amis à l'époque au conservatoire. Quand elle était professeure au conservatoire, elle avait comme amis et collègues Toufi Soukar, Georges Baz qui était un critique musical extraordinaire, qui a écrit beaucoup sur toutes ces pianistes. Vraiment, c'est grâce à lui qu'on a des archives intéressantes. Donc, elle, Samia Flamand, elle interprétait les œuvres de ses amis, de Georges Baz, de Toufi Soukar,
de Boros Gélalian à l'époque. Contrairement à Ouaddad Mzannar, qui, elle, avait un petit snobisme vis-à-vis de la musique libanaise, qui considérait que la musique libanaise n'était pas vraiment une musique intéressante. Il faut dire qu'à l'époque, elle était encore balbutiante. Il n'y avait pas grand-chose. Et qui voulait au contraire interpréter les grands compositeurs du grand répertoire avec orchestre, etc. Et qui a joué un rôle très important, non seulement au conservatoire, parce que elle a été une pédagogue extraordinaire, mais elle a joué un rôle très important au Festival international de Baalbek, à la grande époque où on recevait des Horowitz, des Karajan, des Jean-Pierre Rampal, enfin les très grandes stars de la musique occidentale. C'était elle, Ouaddad Mzannar, qui était la responsable, c'était la Madame Musique Classique du Festival international de Baalbek. Elle recevait tous ces grands interprètes. Et elle les baladait, elle leur faisait faire la connaissance du Liban, elle leur a donné une belle image du Liban. Elle était elle-même une femme extrêmement cultivée, extrêmement raffinée. Et d'ailleurs, elle a eu une grande histoire d'amour avec le pianiste français Samson François, qui a été un très, très grand pianiste, dont on dit que c'est le plus grand interprète de Chopin. Elle a eu une grande histoire d'amour avec lui, mais ses parents, elles, n'ont pas voulu qu'elle l'épouse parce que c'était un jeune pianiste aux cheveux longs, un peu aux mœurs dissolues, etc. Il venait régulièrement au Liban, l'histoire a duré plusieurs années, il y a des lettres, de très belles lettres entre eux, etc. Et il y a surtout une collection de photos de Ouaddad avec tous les plus grands. Malheureusement, cette collection de photos qui était chez son neveu à Ashrafillah a été brûlée au moment de l'explosion du 4 août 2020. Et ça faisait des années que son neveu me disait « Je veux te remettre les archives de Ouaddad Mzannar, je veux te remettre pour le centre. » Et ça faisait des années qu'il voulait remettre les archives et que ça ne se faisait pas, c'était dans le grenier, on ne pouvait pas, c'était dans une caisse, machin, etc. Et il a fallu qu'arrive cette explosion et que toutes les archives soient brûlées. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. En revanche, il y a une autre histoire, puisqu'on est dans les archives, des archives du compositeur Georges Farah, que sa fille m'a remis. Un grand compositeur aussi tombé dans l'oubli. Sa fille, Najat Nohra, qui était professeure de piano au conservatoire, me remet 35 caisses de photos, de lettres, de partitions, d'un tas de choses. Et 10 jours après, le grenier où ils étaient entreposés a été inondé. Donc là, on a sauvé les archives de justesse. Donc voilà, pour revenir à nos pianistes, donc Ouaddad Mzannar, la deuxième pianiste, la troisième pianiste, Svart Sarkissian, dont on ne sait ni quelle est sa vraie date de naissance, parce que j'ai eu 2 dates de naissance différentes des personnes qui l'ont connue, ni où elle est née. Certains me disent elle est née à Alexandrie, d'autres me disent elle est née à Jérusalem. Ce qu'on sait, c'est que c'était une jeune fille d'origine arménienne, donc, dont les parents se sont installés au Liban après 48, au moment de la fondation de l'État d'Israël. Ils sont venus s'installer au Liban et le papa a ouvert une boutique de partitions et de pianos. Et Svart Sarkissian a grandi comme ça parmi les pianos, les partitions. C'était une excellente pianiste. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a été le professeur de Abdelrahman el-Basha. Et elle a été le seul professeur au Liban de Abdelrahman el-Basha. C'est elle qui a décelé ce talent extraordinaire. Quand il était petit, lui-même le raconte, et je le raconte d'ailleurs aussi dans le livre qui lui est consacré, il avait des petits doigts potelés. Et la sœur de Svart, qui était aussi pianiste et professeure de piano, lui dit « Mais pourquoi tu prends cet élève? Il a des petits doigts potelés, il n'a pas du tout des mains de pianiste, il n'arrivera à rien. » Or, on sait la carrière qu'il a faite. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est grâce à Svart qu'il a pu venir, parce que quand il a eu 14 ans et qu'il est arrivé au cursus du conservatoire, il a fini le cursus du conservatoire. Malheureusement, et c'est souvent le cas, le Liban n'avait plus rien à lui offrir à ce jeune homme. Il était arrivé au top de ce qu'on pouvait faire au Liban. Alors que fait Svart Sarkissian? En toute simplicité, elle convoque 3 ambassadeurs. L'ambassadeur de France, l'ambassadeur d'Union soviétique, on est dans les années 72-73, et l'ambassadeur des États-Unis. Elle les convoque à une audition. Elle leur dit, vous allez venir écouter mon élève. C'est un élève exceptionnel et vous allez lui donner, vous allez voir, vous allez vouloir lui donner une bourse pour qu'il aille étudier dans un de vos pays. Et effectivement, les 3 ambassadeurs ont été emballés par ce jeune homme de 14 ans qui jouait comme un dieu et qui malheureusement n'avait plus rien à faire au Liban. Et les 3
ont voulu lui donner une bourse. Bon, il a choisi la France et avec la carrière que l'on sait. Donc ça, c'est Svart Sarkissian, c'est surtout en tant que pédagogue que j'ai voulu la présenter parce qu'elle n'a pas fait vraiment une carrière de concertiste, contrairement à Wadad Zannar, contrairement à Samia Flamand et contrairement surtout à Diana Taïeddine, qui est la dernière dont j'ai parlé et qui, elle, a fait une carrière internationale, c'est-à-dire elle a joué en Allemagne, elle a joué aux États-Unis, elle a joué en France, elle a joué un peu partout dans le monde. C'était une très, très grande interprète. Et elle aussi, de la même façon que Samia Flamand, a joué les compositeurs libanais. Elle a donné beaucoup de concerts où elle créait des pièces de Boris Djelalian, de musique de chambre notamment, de la fameuse sonate pour violoncelle qui a été primée. Il y a eu un concours de composition au Liban, une fois, une année. J'étais au début des années 60, dont le chef de jury était Henri Dutilleux, pas moins que Henri Dutilleux, le grand compositeur français. Et c'est cette sonate pour violoncelle et piano qui a été primée. Et cette sonate pour violoncelle et piano a été créée par Diana Taïeddine et Liane Magnan, qui était une violoncelliste française installée au Liban dans les années 60 au Liban. Donc Diana Taïeddine a été en même temps concertiste et pédagogue, mais une pédagogue pas du tout structurée. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas la patience des gammes, des arpèges, de ces choses-là. Elle emmenait ses élèves au concert. Elle emmenait ses élèves dans les magasins de disques de Beyrouth pour leur faire écouter plusieurs versions d'un même morceau, pour leur faire la comparaison. Mais elle n'était pas du tout structurée comme l'était Wadad ou comme l'était Samia. D'ailleurs, Diana Taïeddine a inauguré le concept des masterclass au Liban, puisqu'elle réunissait tous ses élèves en une seule séance et elle faisait jouer chacun à tour de rôle et tout le monde commentait ce que chacun avait fait. Donc, elle a été vraiment la première. Donc, voilà les 4 pianistes que j'ai appelés 4 pianistes puissantes qui forment la deuxième partie de l'ouvrage. La dernière partie de l'ouvrage, c'est un chapitre que j'ai consacré à Myrna Boustani, que personnellement j'admire beaucoup, parce que non seulement c'est une femme extrêmement courageuse qui a été la première députée au Liban dans les années 60, en 1964, au moment de la mort de son père, mais elle a quand même généré des générations, si je puis dire, de mélomanes au Liban, avec son festival Al-Boustan, qui a été fondé il y a 30 ans, en 1994, et où elle a fait venir, qui est devenu quand même un festival maintenant connu à l'international. Moi, je sais qu'en France, beaucoup de grands interprètes français savent très bien qu'est-ce que c'est que le Boustan et rêvent d'y aller. Évidemment, ils ont tous l'appel du Kebbe, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais donc, elle a fait de ce festival quelque chose de très important, et elle a aussi réussi à lancer des jeunes parce qu'elle avait le flair. Elle allait en Europe écouter beaucoup de jeunes interprètes en Angleterre, en France, en Allemagne, etc. Et elle les repérait. Par exemple, le grand pianiste Boris Berezovsky, quand il est venu jouer au Boustan, il avait à peine 14 ans, c'était un petit jeune. Et ensuite, il a fait une carrière absolument extraordinaire. La mezzo-soprano autrichienne Angela Kirchschlager, pareil, le trompettiste que vous connaissez bien, compositeur Ibrahim Malouf, a joué au Boustan alors qu'il était tout jeune, tout jeune. Donc, elle avait le flair pour repérer les talents. Et ce qui m'a aussi beaucoup intéressée, amusée chez elle, c'est qu'elle a réussi à rendre notre public libanais discipliné et précis. C'est-à-dire, le concert commence à 20h00. Même si le président de la République est attendu et qu'il n'est pas là à 20h, Beethoven n'attend pas le roi. On commence à l'heure précise. Et d'ailleurs, je peux vous dire que moi-même, ayant chanté au festival El-Boustan et été administratrice d'un chœur qui a chanté là-bas, elle est aussi stricte et féroce avec les interprètes. Elle nous avait dit à l'époque, si à 19h50, vous n'êtes pas dans les coulisses, vous n'êtes pas payé. Donc, c'est vraiment une femme qui a réussi à donner le sérieux de la musique, la rigueur de la musique classique. Et voilà, donc ce dernier, malheureusement maintenant, elle est assez diminuée par une maladie de Parkinson, mais elle était quand même présente à la présentation du livre que j'ai fait
en mars dernier au Liban. Donc, c'est sur un fauteuil roulant et puis elle a tout entendu et tout et ça m'a fait plaisir. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur les compositrices, sur la musique au féminin au Liban et voilà le livre de quoi il parle et que comment il se présente. Et comme je vous ai dit, la première partie est totalement objective, mais les deux parties d'après sont totalement subjectives. Et je ne sais pas si on peut essayer d'entendre la pièce de Rita Oui, éventuellement. oui, je vais essayer. Oui, comme ça on verra Georges au piano. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors, Georges, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur cette pièce, mais elle est d'inspiration en même temps un peu Amérique latine et en même temps avec des passages un peu orientalisants. Bonjour à tous, à toutes. Donc, merci Zéna pour ta présentation et merci de me donner la parole pour parler de cette pièce. Donc, c'est une pièce en deux mouvements. C'est un concertino à deux pianos que Madame Rita Rossana a composé pendant ses années d'études à l'école normale aussi. Donc, c'est une ancienne aussi de l'école normale, comme moi-même aussi. Donc, il y a beaucoup de normaliens, compositeurs et compositrices. Donc, c'est une œuvre très inspirée du tango argentin. Donc, c'est une des sources d'inspiration de la compositrice Rita Rossana. C'est une œuvre assez complexe, surtout rythmiquement, car il y a beaucoup de polyrythmie dedans, surtout le deuxième mouvement. Donc là, vous allez écouter le premier mouvement, mais le deuxième mouvement est encore plus dense musicalement et rythmiquement. Donc voilà, donc elle est très dansante. C'est une pièce très dansante, inspirée du tango et de la musique latine, de la musique de l'Amérique latine. Voilà. Merci, merci Georges. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, nous avons des commentaires sur les pièces qui ont été jouées malgré tout. Beaucoup de nos gens, beaucoup de notre auditoire découvrent des personnalités qui sont restées longtemps à l'ombre et que tu nous dévoiles ce matin, chère Zéna, et qu'on va continuer à suivre, évidemment. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent lever la main ou intervenir? Mais on a énormément On a une question de Madame Abouchara. Oui. Jackie, ton micro. Oui. Alors, Zéna,
dans ton livre là sur la musique, donc figure musicale au féminin, j'ai été touchée, j'ai été frappée par quelque chose que tu as mentionné à la page 189. Et avec l'avènement du nouveau président, j'espère que ceci va se dissiper peu à peu. Tu disais sur Svart Sarkissian qu'elle réalise à partir d'un certain moment que le Liban ne peut, hélas, plus rien apporter à son brillant élève, et c'est là qu'elle a eu recours aux 3 ambassadeurs. Alors vraiment, moi j'ai l'impression, j'ai mis mon point de vue, je me dis dommage que la conjoncture de notre pays nous mène à ça, et je le compare de plus en plus à une maternité qui donne ses artistes, ses médecins, ses compositeurs dans le monde entier. Donc, ils sont là, les Libanais, mais ils sont pas au Liban. J'espère que le Liban Oui, oui. va... Oui, c'est vrai, nous l'espérons aussi tous et nous en sommes aperçus parce que dans la résidence musicale que j'ai cofondée avec Joseph Maroun à Beyrouth, la Beth Tabaris, nous nous rendons compte qu'il y a des élèves musiciens qui sont arrivés à un certain stade et qui n'ont plus malheureusement les moyens d'aller se perfectionner en Europe comme ils le faisaient avant la crise de 2019. La plupart des professeurs sont partis et il y a une catégorie de jeunes entre 16, 17 ans et 22, 23 ans qui sont d'excellents musiciens mais qui plafonnent, donc qui ne savent pas quoi faire de cet art auquel ils ont consacré tellement de temps. Et c'est extrêmement touchant. C'est pour ça que quand il y a une masterclass et qu'ils viennent à la masterclass, ils sont une soif extraordinaire d'apprentissage et de perfectionnement qu'ils n'ont plus au Liban et qu'ils ne peuvent plus avoir à l'étranger vu que la crise économique est passée par là, malheureusement. Espérons que ça va s'améliorer. Une autre question? Quelqu'un lève la main? Mary? Le micro, Mary. Un grand merci, chère Zena, pour cette conférence qui nous a tenus en haleine. Moi, j'ai lu ton livre de bout en bout. Bien sûr, il y a des parties qui m'ont intéressée plus que d'autres parce que j'étais présente, par exemple, pour Madame Taïdine, je me rappelle très bien d'elle, nous étions jeunes, mais on suivait un peu... Non, mais c'était jusqu'à 11h, là. Les 11h02. Fermez les micros, s'il vous plaît. On suivait ces extravagances aussi, le festival du Boustan qu'on connaissait. J'ai été vraiment touchée et surtout, je voudrais parler de Beth Tabaris parce que je trouve que ce que tu as fait à Beth Tabaris est quelque chose d'unique. Quand j'ai assisté et j'ai vu ces jeunes chanteurs chanter avec tellement d'enthousiasme, tellement de foi en toi, en l'avenir, que ça m'a beaucoup touchée. Et quand Lara Joradar est venue ici, probablement elle a dû passer par tes masterclass aussi. Oui. Je lui souhaitais de tout cœur un bel avenir parce que ce sont des jeunes qui n'ont plus les moyens d'aller plus loin et qui pourtant ont tellement de potentiel pour être sur les scènes européennes. Donc, en leur nom, je te remercie, Zena, pour leur donner cette opportunité des masterclass. Et j'invite tout le monde à aller visiter Beth Tabaris. C'est un joyau qui a été refait par Joseph Maroun, l'architecte, qui était complètement, après l'explosion du 4 août, qui était extrêmement endommagé, qui a été refait. Oui, elle est magnifique. Cette résidence est vraiment tellement belle. On est là comme si on était au 18e, 19e siècle avec Chopin en face. On était assises et Zena a trouvé le moyen de me mettre en première place. Donc, je suivais tout. C'était magnifique. Vraiment, il faut le visiter quand vous allez au Liban. Voilà, c'était tout ce que je voulais te dire. Un grand merci, Zena. Merci. Frida, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne vois pas des mains levées. Probablement, les gens sont encore... il y a Nada. Oui, Nada, et ensuite, il y a Gisèle. Oui, Madame Kayali, bonjour. J'imagine, je n'ai pas lu votre livre encore, mais j'imagine que dans le livre, vous nous donnez les références pour pouvoir écouter ces compositrices où et comment. J'ai essayé de maintenant sur YouTube, mais je n'ai pas trouvé.
Beaucoup ont des sites Internet. Alors, à la fin de chaque fiche, il y a les références du site Internet. Donc, par exemple, beaucoup ont des sites Internet, oui. Oui, il y a certaines choses sur YouTube, mais pas beaucoup. Mais il y en a, c'est effectivement dont on n'a pas d'archives, on n'a pas de musique, on n'a pas, donc il faut continuer à chercher. Mais la plupart, surtout les jeunes en activité ont des sites Internet. Merci, merci, c'est passionnant. Merci. Gisèle? Oui, merci Zena pour cette très belle présentation. C'est vrai que tu nous as tenus en haleine. La maison de Beit Tabaris, pour reprendre ce que Mary disait, est vraiment exceptionnelle. Et moi, j'ai été la première à en profiter puisque Zena m'a invité à faire comment on dit, une signature de livre chez elle. Et c'était déjà encore à l'époque, elle n'avait pas tout terminé, c'était quelque chose. Ma question, Zena, pour toi est un peu journalistique. Comment tu as fait dans ta première partie pour retrouver ces gens, puisqu'ils étaient un peu disséminés partout et qu'au Liban, ils n'étaient pas connus? Quel a été le filon pour arriver à ces personnes-là? Alors ça, c'est un travail qui dure depuis plus de 20 ans et qui a commencé avec le tout premier ouvrage qui est sorti en 2011, qui s'appelle Compositeurs libanais des 20e et 21e siècles, qui a nécessité 6 ans de recherche, d'enquête. Donc en fait, c'est sur le terrain. J'entends parler d'un compositeur, je l'appelle, lui me donne les coordonnées d'un autre compositeur puis je lis sur un site qu'il y a ici, puis j'entends parler d'un concert où il y a un compositeur à l'Institut du monde arabe ou ailleurs. Donc ça a été un travail qui a duré 6 ans, qui a débouché en 2011 sur le premier ouvrage, et par la suite, il y a eu tous les autres ouvrages, et donc c'est devenu un peu, ça a fait boule de neige en fait. C'est comme ça, mais c'est un travail sur le terrain, parce qu'il n'y a pas de source écrite. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est exhaustif? Non, il est forcément pas exhaustif, puisque je te dis, au moment où l'ouvrage est sorti, j'ai été contactée par 4 compositrices, dont 3 vivant aux États-Unis et une en France où j'habite, me disant, écoutez, on n'est pas dans votre livre, comment ça se fait? Je ne les connaissais pas. Donc, c'est un travail permanent, en fait. C'est un travail permanent. On attend les nouvelles éditions, donc. Voilà. Bravo. Merci. Merci, Zena. Merci Zéna, tu reçois énormément de remerciements aussi à travers la boîte de chat. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes, Frida, avant de terminer? Oui. Et on va clore tout de suite après. De toute beauté, c'est tellement beau, superbe, magnifique requiem. Merci beaucoup Zéna, quelle conférence intéressante, vivante et informative. On a découvert un monde musical nouveau, c'était passionnant. Merci Violaine, bravo Georges, merci beaucoup. Le Liban ressuscitera, Inch'Allah. Par sa culture, voilà. Par sa culture. Oui. Là. Bien, alors, je ne sais plus quoi dire, Zéna, c'était magnifique. Un grand merci et merci à Violaine pour ce magnifique requiem dont on a écouté un extrait. Merci à Georges, merci à toutes les musiciennes, merci à Rita, merci à toutes les musiciennes que tu as citées, même si elles ne font plus partie de ce monde, mais c'était absolument merveilleux. Et effectivement, nous avons découvert un monde nouveau. Je te remercie pour ton charisme, pour ta vivacité. Tu nous as tenus en haleine, comme l'ont dit d'autres avant moi. Alors, à tous nos auditeurs, à tous nos amis du CELC, je vous dis à bientôt, à la prochaine conférence. Et d'ici là, passez un bel hiver. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Merci tout le monde. Et surveillez nos prochaines annonces sur le Facebook du CELQ. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.